la grande question en maçonnerie ou en initiation d'une façon générale, c'est pourquoi? Pourquoi voulons-nous nous initier? En fait, je crois que l'homme a cette particularité de sentir et d'aspirer à une grandeur, à une noblesse, à des qualités de vie, à un bonheur tout à fait légitime, qui, en fait, il est absolument incapable de vivre. Il est incapable de vivre ce bonheur auquel il aspire, parce qu'il est toujours pris par une mécanique. La mécanique de ses pensées, la mécanique de ses émotions, la mécanique de son corps physique. Il est toujours pris, comme tous les mammifères sont pris par leur vie. Et son intelligence, son esprit, qui pourrait faire la différence avec les autres mammifères, en fait, il l'utilise et il la met au service de sa mécanicité animale, de ses désirs, de ses pulsions, et il ne progresse pas de cette animalité vers son humanité véritable qu'il sent en lui. C'est une question que tous les hommes se sont posée, toujours. Comment réussir à vivre et à devenir un homme véritable? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, devenir un homme véritable? En fait, je crois que cette première question a été posée à la préhistoire par les Néandertaliens. Les Néandertaliens étaient les premiers à enterrer les morts dans des espèces de ventres de la terre, des tumulus. Ils mettaient leurs morts en position fétale, orientés vers la sortie du tumulus, comme s'ils allaient renaître quelque chose, et aussi quelque chose d'eux-mêmes allait renaître et poursuivre leur vie. C'est assez exceptionnel parce qu'on ne trouve jamais dans la nature une renaissance, à part les cycles annuels. On ne retrouve pas de renaissance d'un corps d'un animal qui serait mort. Alors, est-ce que les Néandertaliens étaient en contact, avaient une conscience qui leur permettait de ressentir ce qu'il y avait au-delà de la mort, et donc de ce fait, ils ont poursuivi et enterré les morts et créé des rituels? C'est possible. En tout cas, ils ont vécu avec l'Homo sapiens pendant 35 000 ans. Et ils sont disparus de façon assez mystérieuse. L'Homo sapiens était un homme plus intelligent, plus souple, plus mentalement structuré, et probablement l'Homo sapiens n'avait plus cette sensibilité de l'au-delà. Mais il avait appris du Néandertalien que cet au-delà pouvait exister, qu'il y avait une espèce de magie, une espèce de communication avec l'invisible. Et l'Homo sapiens a commencé à chercher comment rentrer en communication avec cet invisible. À partir de là, il y a eu probablement deux branches. Une branche religieuse, où il suffisait de croire en l'invisible, et une branche initiatique, où l'homme, tel qu'il était, avec son incapacité d'avoir une conscience plus ouverte, apprenait comment acquérir cette connaissance. Et ça, c'est toute la voie initiatique que l'on retrouve à travers toute l'histoire de notre humanité. On la retrouve à Babylone, on la retrouve chez les Perses, on la retrouve chez les Égyptiens, chez les Grecs, bien sûr, où l'initiation était tout à fait officielle. Chaque ville-cité, chaque État-cité avait son initiation, qui formait les intellectuels, qui formait les magistrats, qui ouvrait l'esprit de ceux qui s'y intéressaient. À Rome, avec certaines déviances, on commençait à arriver à la croyance et à la superstition plus qu'à l'initiation. Et petit à petit, avec le Moyen-Âge, nous avons sombré dans la superstition et la croyance pure. Malgré tout, le chemin initiatique s'est propagé à travers les constructeurs de cathédrales qui étaient au service de cet invisible, justement,
Et les constructeurs de cathédrales, au moment où ils se sont éteints vers le XIIIe siècle, ils ont commencé à s'éteindre vers le XIIIe, XIVe, XVe siècle, ont retransmis leur savoir au reste de la population avec la maçonnerie moderne qui est née en 1717. Donc il y a une filiation continuelle de cette connaissance initiatique. Quels étaient donc les grands problèmes que nous ont soulevés? Alors on pourra éventuellement revenir sur ce problème des initiations à travers l'histoire, car ils sont passionnants et on les retrouve encore actuellement. Par exemple, dans l'initiation mitraïque, Mitra est né d'une étincelle jaillie d'une pierre. Et on voit bien que les francs-maçons recherchent la lumière et se considèrent eux-mêmes comme la pierre. Donc il y a vraiment cette continuité. Mais Mitra avait ceci d'extraordinaire, c'est qu'il était capable à main nue de maîtriser un taureau. Or, on retrouve chez les Japonais, chez les Chinois, le désir de chevaucher le tigre ou de maîtriser l'animal. C'est bien sûr déjà un langage symbolique. Ce qu'il convient de maîtriser, c'est notre animalité, le taureau qui est en nous, la force brute qui est en nous, pour laisser s'exprimer le fond de l'âme humaine qui fait notre différence avec justement l'animal. Et pour arriver à devenir des hommes, il faut maîtriser notre animalité. Et on retrouve ça comme fondement de toutes les initiations. À toute initiation, il est proposé, à tous les initiés, il est proposé de commencer par maîtriser son animalité, ou tout au moins sa mécanique animale. Quand je dis maîtriser, ça veut dire qu'il ne s'agit pas de la détruire ou détruire l'ego, il s'agit simplement d'en être conscient et de ne pas suivre ses pulsions. On retrouve ça d'ailleurs dans le bouddhisme, on retrouve ça dans l'hindouisme, on retrouve ça dans le confucianisme. Il est partout et de tout temps question de cette maîtrise et de se guider soi-même. Épictète disait très bien, nous sommes responsables du choix que nous faisons, tout le reste ne nous appartient pas, tout le reste est neutre dans la nature, il advient ce qu'il peut advenir. Par contre, l'homme, en tant que responsable et en tant que sage, doit faire son choix, et le bien et le mal dépendent de ce choix que nous faisons.